Le Rouge et le Noir, sous-titré Chronique de 1830, est un roman d'apprentissage écrit par Stendhal en 1830. Cette œuvre, étant décrite en pleine période romantique, est teintée de romantisme et contient néanmoins en germe tous les détails du réalisme. Ce mélange de mouvements fait de ce roman une œuvre hybride. Cette œuvre retrace l'ascension sociale de Julien Sorel, jeune fils de charpentier, dont l'ambition et l'intelligence lui permettront de progresser dans la société de Verrières où il a grandi, jusqu'à Paris. L'extrait qui nous est proposé correspond aux 26 dernières lignes du roman. Cet extrait nous présente les funérailles du héros Julien qui a été condamné à mort et guillotiné après avoir tiré sur Madame de Rênal. Il avait auparavant chargé son ami Fouquet de s'occuper de ses funérailles. Fouquet réussit dans cette triste négociation. Il passait la nuit seul dans sa chambre, auprès du corps de son ami. Lorsqu'à sa grande surprise, il vit entrer Mathilde. Peu d'heures auparavant, il l'avait laissée à 10 lieues de Besançon. Elle avait le regard et les yeux égarés. « Je veux le voir, lui dit-elle. » Fouquet n'eut pas le courage de parler, ni de se lever. Il lui montra du doigt un grand manteau bleu sur le plancher, là étant enveloppé ce qui restait de Julien. Elle se jeta à genoux. Le souvenir de Boniface de la Mole et de Marguerite de Navarre lui donna sans doute un courage surhumain. Ses mains tremblantes ouvrirent le manteau. Fouquet détourna les yeux. Il entendit Mathilde marcher avec précipitation dans la chambre. Elle allumait plusieurs bougies. Lorsque Fouquet eut la force de la regarder, elle avait placé sur une petite table de marbre devant elle la tête de Julien et la baisait au front. Mathilde suivit son amant jusqu'au tombeau qu'il s'était choisi. Un grand nombre de prêtres escortaient la bière et à l'insu de tous, seule dans sa voiture drapée, elle porta sur ses genoux la tête de l'homme qu'elle avait tant aimé. Arrivée ainsi vers le point le plus élevé d'une des hautes montagnes du Jura, au milieu de la nuit, dans cette petite grotte magnifiquement illuminée d'un nombre infini de cierges, 20 prêtres célébrèrent le service des morts. Tous les habitants des petits villages de montagne traversés par le convoi l'avaient suivi, attirés par la singularité de cette étrange cérémonie. Mathilde parut, au milieu d'eux, en longs vêtements de deuil, et à la fin du service, leur fit jeter plusieurs milliers de pièces de 5 francs. Restée seule avec Fouquet, elle voulut ensevelir de ses propres mains la tête de son amant. Fouquet faillit en devenir fou de douleur. Par les soins de Mathilde, cette grotte sauvage fut ornée de marbre sculpté à grands frais en Italie. Madame de Rênal fut fidèle à sa promesse. Elle ne chercha en aucune manière à attenter à sa vie. Mais 3 jours après Julien, elle mourut en embrassant ses enfants. Dans un premier temps, nous verrons la réaction théâtrale de Mathilde face à la dépouille de Julien, puis ensuite l'enterrement spectaculaire du héros. Enfin, les dernières lignes servant d'épilogue présentent la réaction et l'avenir des proches de Julien. Donc tout d'abord, à la ligne 1, on trouve le groupe nominal Triste Négociation qui, si on retourne un petit peu avant ces lignes, désigne le fait d'acheter le corps de Julien. Donc cet achat a été fait par Fouquet pour qu'il puisse enterrer dignement son ami. Dès la ligne 2, on repère une subordonnée circonstancielle de temps introduite par Lorsk, mais aussi une structure binaire et une opposition entre l'imparfait et le passé simple. Donc c'est tout de suite l'entrée en jeu de Mathilde qui est en complète opposition avec le calme et le recueillement de Fouquet. Cette arrivée, elle est présentée comme l'événement perturbateur et inattendu qui jette le trouble. On a également l'opposition entre le prénom de Fouquet qui est placé en sujet et au tout début de la première phrase et celui de Mathilde qui est placé à la fin de la deuxième phrase. Donc ça montre tout d'abord la surprise de Fouquet car il l'avait laissé à 40 km de Besançon, mais également l'importance de Fouquet qui est beaucoup plus grande que celle occupée par Madame de Rênal dans le cœur, certes mort, mais dans le cœur de Julien. On retrouve le champ lexical du regard avec les termes regard et yeux égarés. Donc le regard est connecté négativement cette fois et s'assimile presque au champ lexical de la folie et ça montre totalement le culte de l'apparence qui est voué par Mathilde et également l'exaltation et l'excès de celle-ci. On a une prise de distance du narrateur face à Mathilde
qui finalement se tourne plus du côté de Fouquet. Le point de vue adopté est d'ailleurs interne, donc Fouquet révèle ses sentiments, il est celui que Julien aurait pu être s'il n'avait pas eu ses ambitions, donc ils se ressemblent, et il est très important dans le cœur de celui-ci. Mathilde, elle utilise un impératif pour s'adresser à Fouquet, elle se montre donc autoritaire, froide, méprisante envers Fouquet. C'est finalement le mépris de sa classe sociale par rapport aux classes sociales inférieures. À la ligne 5, on a une double négation, nu pas et ni, qui insiste évidemment sur l'accablement de Fouquet par Mathilde. Julien, il est sous un grand manteau bleu, donc on peut penser à la symbolique du bleu. Tout d'abord, c'est la couleur de l'habit des hussards et la couleur de l'habit offert à Julien par Mathilde de la Mole. Mais c'est également la couleur des yeux de Madame de Rênal et des yeux de Mathilde. Et le bleu se rapproche de quelque chose de céleste. La dépouille de Julien est donc élevée au rang de céleste. Ce qui restait de Julien, donc c'est une périphrase qui désigne le côté pudique du narrateur qui contourne la mort de Julien et qu'on peut rejoindre avec Fouquet qui lui aussi est sincèrement triste et donc qui décide également de contourner ce deuil. Mathilde, elle, est en totale opposition avec ce contournement. Elle se jette à genoux, elle évoque le souvenir de Boniface de la Mole et de Marguerite de Navarre, ses ancêtres. Elle agit donc telle une comédienne, elle ne pense même pas à Julien, mais uniquement à ses actes. Son courage surhumain montre bien qu'elle n'est plus humaine. Tout ce qu'elle recherche, c'est la gloire et la passion romanesque. Et le groupe nominal Main Tremblante révèle une certaine ambiguïté car elle est soit très émotive face à cette mort, soit c'est l'exaltation d'effectuer les mêmes gestes que Marguerite de Navarre. Et aux lignes 10, 11 et 12, on retrouve encore une fois que Mathilde, elle en fait trop face à Fouquet qui, aux lignes 8 et 9, lui se montre sincère et ne supporte pas tous ces actes de Mathilde qui sont complètement exagérés. Donc pour conclure, le narrateur présente la réaction théâtrale de Mathilde opposée à l'émotion calme et sincère de Fouquet et il pose un regard désapprobateur avec un jugement explicite sur le comportement de Mathilde. Dans le deuxième mouvement, donc qu'on pourrait intituler l'enterrement solennel de Julien, Mathilde est placée au tout début, elle prend donc le rôle que Fouquet était censé occuper. Elle suit son amant, ça agit comme un euphémisme, c'est une manière pudique d'énoncer la mort de Julien, et on retrouve l'enterrement complètement grandiose organisé par Mathilde, ce qui est contraire à la volonté de Julien. En effet, il y a 20 prêtres, c'est fait dans le point le plus élevé, on a un nombre infini de personnes, tous les habitants du village, donc, ce qui révèle totalement la démesure de celle-ci et des mesures qu'elle montre et elle en est fière et c'est ce qui construit sa personnalité. Cet enterrement a lieu dans une grotte, donc cette grotte a plusieurs significations. Tout d'abord, c'est le retour de Julien à Verrières, il a donc eu un parcours cyclique, c'est une façon d'accepter ses origines et de renouer avec sa condition. Mais Verrières, c'est aussi le lieu où Julien a rencontré son véritable amour, Madame de Rênal. La grotte, on pourrait rapprocher cela du lieu romantique par excellence, c'est élevé, loin de l'agitation du monde, et ça montre aussi la supériorité du Julien, illustrée également par tous ceux qui suivent le cortège. C'est une façon de prendre sa revanche sur la société de Verrières. En effet, celui qui était singulier, différent, mal vu au début du roman, l'est toujours, mais cette fois, il attire à lui. Nous pouvons conclure cette partie en disant que les funérailles sont bien évidemment grandioses. Mathilde, elle veut prouver sa propre gloire aux yeux de la société. Ses sentiments ne sont en nulle part évoqués, ce qui affirme le culte de l'ambition et de l'apparence de celle-ci qui s'oppose à la sincérité de Fouquet. La troisième partie peut être qualifiée d'épilogue.
Elle est construite en 2 sous-parties. En effet, on a une phrase pour Mathilde, une phrase qui est très complexe, et 2 phrases plus simples pour Madame de Rênal. Donc la phrase complexe de Mathilde révèle encore une fois l'apparence de celle-ci et sa complexité, alors que Mathilde n'est même pas sujet de la phrase. En effet, c'est Grotte sauvage le sujet, elle est donc complètement effacée. De plus, par les soins de Mathilde, la phrase commence par cette formule, on pourrait la transformer en par la faute de Mathilde, qui en fait est tout ce qu'elle fait, c'est contraire aux volontés de Julien, parce qu'elle fait on retrouve le champ lexical de la richesse, elle orne la grotte de marbre sculpté à grands frais, c'est en opposition avec sauvage, et c'est ce que voulait Julien, une grotte sauvage. Contrairement à cela, Madame de Rênal, elle, on en parle dans 2 phrases simples qui montrent la simplicité de celle-ci, et la dernière action de Madame de Rênal montre qu'elle est une femme douce, maternelle et aimante. Donc, pour conclure, Stendhal a fait le choix de ne pas raconter la mort, mais les funérailles de Julien et le deuil de ses proches. Cet explicite sert de révélateur du vrai caractère des personnages. Fouquet, qui incarne les valeurs de la simplicité et de la sincérité, est présenté en opposition à Mathilde, qui apparaît exagérément exaltée et caractérisée par la démesure. Quant à Madame de Rênal, qui clôt le roman en héroïne, elle souligne l'importance qu'elle a acquis dans le cœur de Julien. L'achèvement du parcours de Julien est comme il l'avait rêvé, il est parvenu au sommet des montagnes et sans prendre une revanche sur la société de Verrières qui suit son convoi. Dans sa mort, Julien accède à l'essence de son être, un personnage hors du commun qui est uni avec son véritable amour, Madame de Rênal. Donc, nous allons ensuite poursuivre avec la question de grammaire. Donc, je devais faire l'analyse logique de la phrase 2. Donc, il s'agit d'une phrase complexe composée de 2 propositions. Tout d'abord, on trouve la proposition principale, donc avec le verbe passer, et le sujet c'est il, et donc ça renvoie à Fouquet. Et ensuite, on trouve une proposition subordonnée circonstancielle de temps, lorsqu'à sa grande surprise, il vit entrer Mathilde, qui suit la proposition principale, il passait la nuit seul dans sa chambre auprès du corps de son ami. Et cette proposition subordonnée circonstancielle de temps est introduite par la conjonction de subordination lorsque. Donc nous allons désormais passer à l'entretien. Donc j'ai choisi de vous présenter Phèdre de Racine, publié en 1677, car parmi toutes les œuvres proposées et étudiées, c'est celle qui m'a le plus passionnée et dans laquelle je me suis le plus retrouvée, car j'ai pu m'identifier à l'héroïne. Donc avant même d'étudier Phèdre, j'avais déjà lu l'œuvre à plusieurs reprises, et c'est précisément cette pièce de théâtre qui m'a donné goût à ce genre littéraire. En effet, on y retrouve une intrigue digne des plus grands romans, et Racine y mêle la plus somptueuse des poésies, et cette alchimie permet d'incarner certes un idéal littéraire, mais aussi un idéal personnel. En effet, ma grande passion, c'est de faire du théâtre. J'aime beaucoup le jouer des rôles. Et un idéal personnel parce que la finesse et la richesse des personnages nous permet de nous comparer à eux, de nous identifier et de tenter d'atteindre leurs plus grandes qualités qui sont si bien décrites. Le personnage de Phèdre m'a subjuguée, notamment par sa force de caractère et sa vive impulsivité, qui s'exprime lors de tirades qui sont pleines de rage, d'amour et de désespoir, comme ma préférée, celle de l'acte 1, scène 3, dans laquelle Phèdre avoue son amour à Œnone. Donc c'est en m'identifiant à elle, en tentant de me rapprocher d'elle, que j'ai pu poser un nouveau regard sur l'histoire, et en fait peut-être un regard juste qui m'a permis de comprendre vraiment l'intrigue de Racine qui, dès une première lecture, peut-être trop superficielle ou trop jeune, un peu naïve, révèle une intrigue qui semble d'une étonnante simplicité. On se dit peut-être qu'il manque quelque chose, un aspect, justement un aspect psychologique ou une intrigue un peu plus complexe, détaillée, avec plus de personnages. Et en fait, ce manque
il est dans la richesse psychologique qu'il faut comprendre et que j'ai pu si bien étudier cette année. Et donc, c'est cette analyse psychologique qui révèle la richesse de la pièce. En effet, comme le dit Racine dans la préface, il a voulu bâtir une action simple, chargée de peu de matière, pour mettre en valeur les mots et la richesse psychologique des personnages. Ça a donc été pour moi nécessaire de mettre à la place des personnages parce que sans ça, on ne comprend pas tout le génie de Racine qui est mis au service de cette œuvre. Et donc, de plus, cette lutte du personnage tiraillé entre le désir et la raison, donc ici c'est le désir amoureux, déjà c'est un sujet très intemporel et qui change en fonction des époques, donc on pose toujours un regard assez frais, un regard assez nouveau finalement, en fonction de nous-mêmes et de l'époque qui nous entoure. En effet, cette œuvre m'a appris à être plus ferme, plus forte, plus persévérante, plus tenace lorsque des désirs contraires se présentent à moi. Et c'est un sujet qui épouse parfaitement notre siècle. Donc, vous m'avez demandé si j'avais pu regarder une mise en scène de Phèdre. En effet, j'ai vu celle de Patrice Chéreau en 2003 à l'Odéon. Donc, j'ai vu un film de cette représentation, mais j'ai lu que l'auteur avait organisé les spectateurs de façon bifrontale et en huis clos, formant ainsi un resserrement autour de l'héroïne et une ambiance, une atmosphère un petit peu étouffante. Et ce que je trouve très très astucieux de sa part. De plus, j'aime beaucoup le décor, si on pourrait placer un décor, c'est très épuré et les costumes des personnages sont très épurés, permettant ainsi d'avoir un jeu qui est relativement simple, mais également très beau et très sincère. Et Patrice Chéreau met tout l'accent et la beauté de sa mise en scène sur la richesse des mots de Racine. En effet, on peut remarquer que lors de la tirade de la scène 3 de l'acte 1, Phèdre ne prononce même pas le nom d'Hippolyte, mais il effleure tout simplement ses lèvres, et on entend comme un écho qui montre bien la solitude de Phèdre qui se livre à un duel face à elle-même en réalité. Et donc ces décors très modernes, très épurés, j'ai vraiment beaucoup apprécié, tout comme la lumière qui est un peu tamisée afin d'appuyer vraiment sur le caractère profond, très sérieux de l'œuvre. Et de plus, on peut noter que Phèdre est vêtue de noir et Œnone de bleu nuit. Donc le noir, la couleur du crime, et Œnone qui oscille un petit peu entre les deux parce qu'elle n'est pas en blanc, couleur de la pureté. En effet, Phèdre lui a avoué ses sentiments pour Hippolyte. Elle est donc désormais complice de ses désirs contraires, de ses désirs amoureux et du crime finalement qu'elle va commettre. Et donc elle est représentée en bleu nuit comme la formulation qu'on utilise pour Phèdre, ni tout à fait coupable ni tout à fait innocente. Elle pourrait finalement aussi s'appliquer à Œnone. Donc dans la tirade de l'acte 1, scène 3, j'aime particulièrement ces 4 vers qui sont « Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue, un trouble s'éleva dans mon âme éperdue. Mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais parler, je sentis tout mon corps étransir et brûler. » Ça montre vraiment l'aliénation de Phèdre par excellence. Et tous ces mots puissants montrent qu'elle est complètement perturbée, elle n'arrive plus à agir, elle se retrouve handicapée physiquement par cet amour. Et on peut également noter que cet amour est dû à Vénus, comme elle le dit, ce n'est plus une ardeur dans mes veines cachées, c'est Vénus tout entière à sa proie attachée. Et ce qui nous permet d'établir un parallèle avec Médée, donc de Corneille. En effet, l'œuvre Médée est une tragédie baroque cette fois, qui a été publiée bien avant Phèdre en 1635. Mais les deux héroïnes sont cousines et donc victimes de Vénus et de la même malédiction. Elles portent également des traits communs tels que leur puissance, leur force de caractère, et ce sont toutes les deux des femmes de pouvoir. La lecture de Médée m'a permis encore une fois de percevoir toutes les contradictions du combat amoureux de Phèdre. Celle-ci ne cède pas et continue la lutte, alors que Médée cède tout de suite à la rage,
au début, je trouvais justement que l'intrigue de Médée était plus dynamique, plus attractive que celle de Phèdre, et j'ai pris le parti de Phèdre en arrivant et en réussissant à constater cette force de caractère de Phèdre qui ne cède pas et qui continue de lutter, et ça, ça me subjugue, mais totalement, et j'en suis très 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 admirative. La détermination de Phèdre, elle est infiniment supérieure à celle de Médée, et c'est ce qui fait de l'héroïne une femme incroyable, je trouve. De plus, Phèdre, elle se sait en partie responsable de sentiments et choisit cette lutte morale intérieure, à l'inverse de Médée qui choisit la lutte physique complètement destructrice. Mais on peut également comparer Phèdre à Lucrèce Borgia. En effet, là, les deux pièces ont 2 ans d'écart, mais on y retrouve le thème de la mythologie. Les deux héroïnes sont issues de milieux mythologiques et les personnages également. Et on retrouve cette malédiction, hein. En effet, là, elles ne sont pas cousines, mais Lucrèce est la fille d'un pape. Elle est donc maudite, et maudite amoureusement, comme son père, le pape, avait eu une liaison. Elle est amoureuse de son fils. Ce qui reste finalement moins innommable que Phèdre, qui, elle, on pourrait dire, elle n'est qu'amoureuse de son beau-fils. L'adultère est donc beaucoup moins important, alors que... Enfin, l'adultère, oui, l'inceste, pardon. Au-delà de ces amours coupables, les deux héroïnes partagent évidemment leur force de caractère et leur position sociale qui leur accorde un certain pouvoir, et ça fait d'ailleurs d'elles trois, avec Médée, des femmes de puissance qui sont redoutables et redoutées par nous-mêmes, lecteurs, mais également par les autres personnages de la pièce. Et il me paraît également très important de souligner que Phèdre a également un point commun avec Gennaro. En effet, ils sont tous les deux en quête d'un élément qui le refoule. Gennaro, lui, recherche sans cesse l'amour de sa mère et sa mère, mais il repousse totalement Lucrèce, qu'il décrit de façon absolument incroyable et qu'il trouve innommable. Et donc cette similitude m'a permis de vraiment montrer la ténacité de Phèdre, qui, elle, lutte, enfin, cherche l'amour avec Hippolyte, mais refoule Hippolyte, qu'elle nomme d'ailleurs son ennemi à plusieurs reprises dans la pièce. Donc ces deux œuvres ont vraiment permis de prendre conscience du caractère de Phèdre, qui est surpuissant, et du poids de l'approche psychologique dans cette œuvre. Je vous remercie de m'avoir écouté, et j'étais très contente de vous présenter ces deux œuvres, Phèdre de Racine et également la lecture linéaire extraite du Rouge et Noir. Merci beaucoup.